Signe dans la S, clignotant, signe de détresse, coup de RB, c'est le S. Pas de retrait, pas de BDH, personne qui lâche, personne qui bâche. Hey la team, ça roule fort, pas de malaise vagal, pas de crise de tétanie, tranquille quoi. RS4 Grinardo. Aujourd'hui dans ce Ziva UTMB numéro 2, je réponds aux questions qui m'ont été laissées. Et c'est super confortable et facile à faire puisqu'il me suffit de mettre des lunettes et de prendre les commentaires sur la chaîne. Et là c'est sympa, j'ai tous les commentaires, c'est cool. Je les lis, paf, je réponds, pif. Et encore, je réponds. Je viens de découvrir, là, je viens de découvrir ce week-end, en revenant de l'UTCAM, que désormais, une IA me propose des réponses. Alors, elle reprend mes formules, puisqu'elle se nourrit de tous les commentaires que j'écris. J'aimerais savoir, ça c'est une question que je vous pose à vous, c'est vous qui allez trouver la réponse, j'aimerais savoir si, dans les gens qui fabriquent ce genre de vidéos, ils répondent autant que moi aux commentaires. Parce que parfois je me dis, oh là, mais j'arrête pas de répondre aux commentaires, mais peut-être en fait, ma réponse parfois ne sera jamais lue. Et ça prend un temps fou de répondre à tous ces commentaires. Bon, ça ne veut pas dire que je vais utiliser l'IA, mais je pense qu'elle a vraiment beaucoup de quoi se nourrir, parce que j'ai fait beaucoup de commentaires. J'ai beaucoup répondu. Je ne sais pas ce que ça représente en temps. Je ne veux pas savoir. Alors, on va commencer par un premier commentaire qui est de Cliffou. Salut Cliffou. C'est pas une question, mais on va voir ce que propose l'IA. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Bon UTMB, la 5e comme François. Ah oui, du coup, grâce à Cliffou, merci. J'ai tapé sur Internet et j'ai vu qu'en effet, François Daen se présentait sur l'UTMB cette année. Je suis très content parce que si j'aimerais rencontrer un ultra-trailer, c'est lui. Et si j'arrive à le croiser, ça serait miraculeux, mais si j'y arrive, on lui fait une spéciale dédicace, hein. On est d'accord. Bon UTMB, la 5e comme François, il y a bataille, banzai. Et là, j'ai la réponse créée par l'IA qui est juste en dessous, là, je ne sais pas si vous voyez la proposition. Donc, je vous lis ce qu'elle met. C'est tout le mal que je te souhaite. Big thanks et excellente journée. Regardez, même formule que moi, big thanks, excellente journée, les mêmes types d'émojis. Par contre, elle a rien compris à ce qu'écrit Cliffou. Elle a rien compris. Sinon, elle lui répond, c'est tout le mal que je te souhaite. Mais c'est pas Cliffou qui s'aligne sur un 5e, c'est moi. Donc, je peux pas dire c'est tout le mal que je te souhaite. À la limite, c'est tout le mal que je me souhaite. Enfin bon, heureusement, il y a quelques petits progrès. Alors, oh non, supprimer. Je veux pas répondre ça, Cliffou. Voilà, c'est fini. Je vais te préparer un petit truc aux petits oignons, t'inquiète. Allez, on continue avec ce qui me reste d'intelligence naturelle et on rentre dans le vif du sujet. Quels sont les ravitaux importants sur l'UTMB? Ah, bonne question. Alors, pour ce qui est des ravitaux, si vous avez vu mes vidéos, vous savez qu'il y en a un seul sur l'UTMB qui sort du cadre. C'est celui de Champé, en Suisse, avant la section finale, le bloc final de l'UTMB. Et pourquoi il est hors norme? Non pas seulement parce qu'il y a cette tarte aux myrtilles, faite historiquement par Léon, qui a donné son prénom à la petite trotte à Léon. Sébastien, je réfléchis, je te donne une réponse dans pas longtemps. Mais bon, tu sais bien, moi je suis pas très courageux. Hein, bon. Et donc, s'il y a ce ravito qui est hors norme aussi parce que c'est quasiment une base de vie. Il est grand, il est spacieux, tu peux trouver un petit coin pour te reposer. Et stratégiquement, compte tenu de mon allure de course, si j'arrive à reproduire ce que j'ai fait sur les UTMB précédents, c'est le moment de faire la bonne pause avant ce bloc final auquel j'ai fait allusion et dont je parle un peu plus tard, ou dont j'ai déjà parlé. Je ne sais plus, mais j'en ai déjà parlé. Donc, j'y reviens pas. Sinon, les autres ravitaux, c'est toujours la même chose, hein, la routine. Hein. Si bien que si je devais trouver un adjectif pour les qualifier, je dirais rébarbatif. Oui, rébarbatif, parce que finalement, tu retrouves la même chose, et à force de retrouver la même chose, au 7e ravito, c'est difficile de manger. Et c'est là où ça vaut le coup d'avoir une assistance qui va vous amener à quelque chose qui sort du cadre, pour continuer à vous alimenter correctement. Un truc important à savoir, il n'y a plus de ceinture sur l'UTMB. C'est de l'eau plate qui gazéifie. Ça n'a son intérêt
en apport de sels minéraux qui, à mon avis, est faible. Par conséquent, sur l'UTMB, je pars avec des électrolytes. C'est moins lourd à porter que des bouteilles de ceinture. Il faut le prévoir pour ne pas se faire avoir. Il y a une marque de nutrition sportive qui est associée à l'UTMB. Si je le dis en verlan, hein, vous le savez, les marques le plus souvent, je donne en verlan, KO, Monsalo, et là c'est Kaan. Ouais, Kaan. Alors il faut savoir que Kaan, ils en ont pléthore de Kaan. Par contre, j'ai 2 anecdotes. Et oui, parce qu'il y a des trailers ou des trailers qui n'aiment pas ou ne supportent pas le Kaan. C'est pas le genre de truc à découvrir pendant la course, si tu préfères. Première anecdote, il y avait des compotes Kaan. Et pendant la course, une traileuse en avait 1 ou 2 sur elle, je sais plus. Et en fait, elle aimait pas. Donc, elle me les a refilés. J'étais content. Parce que moi, j'apprécie la compote Kaan. Par contre, les bars Kaan, si tu veux, entre une bar Kaan et une omelette norvégienne, je préfère l'omelette norvégienne. L'autre anecdote, c'est sur la TDS l'année dernière. Gibus, il a consommé, comme moi d'ailleurs, comme beaucoup de coureurs, on a consommé le complément là, Kaan, qu'ils mettent dans l'eau pour justement apporter les sels minéraux, des glucides, etc., etc. Et il a eu mal au bide, et il a vite compris pourquoi. Tout simplement parce qu'il ne supportait pas cette mixture. Dès qu'il a arrêté, tout allait mieux. J'ai fonctionné aussi avec cette poudre Kaan, parce qu'il n'y avait pas de ceinture. Je l'ai globalement bien supporté pour ma part. De toute manière, dès que tu commences à saturer sur une boisson, ça peut être de la ceinture, hein, mais au bout d'un moment, tu la supportes plus, elle est trop salée, bon, je sais pas. Tu coupes, tu commences à couper avec de l'eau plate. Comme ça, tu contribues à garder quand même un apport de sels minéraux qui est essentiel. Oui, je sais, je n'aurais pas trop parlé hydratation et déshydratation, vu que je me suis fait exploser la teuté sur l'UTCAM. Mais j'ai jamais dit que j'étais un modèle. Allez, je fais défiler les commentaires en vrac. Merci Royal Bee. Petite question, combien de temps avant le départ conseilles-tu de te rendre sur la ligne de départ de l'UTMB? Question que je reprendrai plus en détail ultérieurement, mais déjà je peux répondre quelque chose de simple là-dessus, très très simple. J'y vais quasiment au dernier moment. Pourquoi? Bien tout d'abord parce que si tu veux avoir une bonne place dans le peloton, il faut arriver très tôt. Donc déjà, tu vas attendre longtemps avant le départ. Je vois pas l'intérêt d'attendre longtemps le départ debout, serrés les uns contre les autres, sauf s'il y a le plaisir de ça et d'assister à tout le cérémonial qui entoure le départ de l'UTMB. Je ne suis pas spécialement sensible à ce cérémonial, par conséquent, je ne vais pas me pointer tôt. J'ai pas envie de rester debout donc parce que c'est fatigant. J'ai pas envie de rester debout s'il fait chaud sous le cagnard. Parce que là, ça va me fragiliser. J'ai pas envie aussi, s'il ne fait pas beau, de rester debout, serrés les uns contre les autres, dans le froid, la pluie, peut-être les deux en même temps. Donc, j'y vais au dernier moment. Alors oui, je suis loin, hein, je suis vraiment loin de la ligne de départ. Mais ça fait de belles images avec toutes les trailers et tous les trailers, là, comme ça, là, qui descendent, là, légèrement en pente, cette place du triangle de la liberté. Et donc, c'est parfait, ça fait de belles images. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Le dernier moment, pour être précis, c'est 20 minutes, un quart d'heure. 20 minutes, un quart d'heure avant le départ. Hey Franck, super de savoir que tu y retournes. Respect, question bête qui n'a certes rien à voir avec l'UTMB. Ah mince. Mais que je me pose, ça ne te tenterait pas de refaire l'échappée belle? Le massif de Beldon est magnifique, tes vidéos de ta première étaient aussi superbes et c'est une course extraordinaire. Alors je l'ai fait 2 fois, l'échappée belle. Je l'ai faite, c'était mon deuxième ultra en 2017. Et après la Covid, justement, j'ai acheté une caméra parce que je voulais refilmer 2 courses qui m'ont marqué, l'UTMB et l'échappée belle. Et par conséquent, je suis retourné sur l'échappée belle, c'était en 2021, ma plus belle édition. Et donc j'ai déjà fait 2 fois l'échappée belle. Est-ce que j'irai faire 3 fois l'échappée belle? Compte tenu de la manière dont je gère désormais la chaleur, si je trouve pas de solution, non, je vais pas me faire un mauvais souvenir sur quelque chose qui est un très grand souvenir. Ça serait pas constructif. Maintenant, si j'arrive à trouver la solution pour gérer la chaleur, eh bien, oui. Alors là, du coup, Liam propose un truc. Alors, qui c'est qui a posé cette question? C'est Hugo, Hgo. Donc, Liam propose, grand merci. Pourquoi pour l'échappée belle, pourquoi pas, excellente journée. Comment qu'elle fait l'IA pour répondre à un truc pareil? Je sais pas, ça m'épate. Bon, elle doit pas très bien savoir ce qu'est l'échappée belle, elle n'a pas mis les majuscules. Voilà. Question suivante, Philippe. L'UTMB, tu me surprends RB, mais je vais écouter Maître Franck. Ah, c'est pas une question.
Oui, alors peut-être que la question c'est pourquoi l'UTMB, pourquoi l'UTMB, pourquoi l'UTMB, pourquoi l'UTMB. Ça fait 5 fois, donc ça fait, j'ai dit 4 fois, 5 fois. Ouais. En fait, j'avais des points, des running stones. Je l'explique d'ailleurs, je prends en présentation de programme et je me suis dit je vais les jouer ces points parce que quand on a des points, c'est pour les jouer, c'est pas pour les garder dans un sac. Donc je les ai joués et contrairement à la Diag, sur l'UTMB, parfois je gagne. Carito, merci Franck pour les infos, c'est cool. On dit que l'UTMB est roulant et effectivement il faut arriver à trottiner sur les parties roulantes. Alors ça c'est mon plus gros rêve. J'ai bien conscience que c'est peut-être au-delà du rêve, c'est peut-être un idéal, tu vois. Quelles sont pour toi les barrières horaires quand même à surveiller? Ou en trottinant, ça va passer crème? Alors les questions des barrières horaires, c'est un peu compliqué pour y répondre parce que ça dépend du niveau du trailer. J'ai tendance à dire qu'il faut s'inscrire sur une course en ayant une marge. Si on est sur la limite, effectivement, la barrière horaire, on risque d'y être confronté. Sur l'UTCAM, si je m'en sors, c'est que j'arrive avec pas mal d'avance sur la barrière horaire. Si j'avais pas cette avance, c'était fini. Donc, la première solution par rapport aux barrières horaires, c'est ne pas en ultra trail, comme en alpinisme, comme en escalade, comme dans ces sports où il y a une prise de risque. Alors évidemment, en alpinisme, elle peut être très très importante. En ultra trail, elle est très modérée. Il faut marger. Ça ne sauve pas forcément la marge, mais il faut marger. Donc c'est mon premier conseil. Quand on va sur une course, quelle qu'elle soit, une UTMB ou autre, il faut marger. Alors, qu'est-ce que je pourrais répondre sur les barrières horaires? Je considère, compte tenu des années précédentes et de mon allure de course, que non. Il n'y a pas de barrière horaire complexe à gérer sur l'UTMB. Le problème, c'est le niveau du trailer et sa condition physique du moment. On peut très bien avoir un très bon niveau et prendre le départ de l'UTMB en ayant un problème physique, une blessure, une maladie, je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est un premier point. Et puis inversement, on peut très bien être en très bonne forme physique et se confronter à une course qui est un peu au-delà, voire au-delà de son niveau. Surtout qu'avec le nouveau système, celui qui a été mis en place en fait ça a débuté pendant la Covid, mais réellement mis en place juste après, on peut très bien accumuler de la Running Stones et avoir l'index UTMB, les deux éléments pour pouvoir participer au tirage au sort, sans être confronté à une course de la difficulté de l'UTMB. Et oui, par exemple, si vous faites l'Ultra Trail du Saint-Jacques, vous faites le 75, il vaut en index UTMB, il vaut 100K. Et avec un 100K, avec un 100 km, tu as le droit de demander un 100 miles. Mais dans les faits, tu as l'index 100K qui te permet de demander 100 miles, mais en réalité, tu n'auras fait que les 75 km du Saint-Jacques. Et peut-être que tu ne seras pas allé au-delà. Quant aux Running Stones, tu peux faire des courses de 30, de 50 km et accumuler de la Running Stones par 1 point, par 2 points, voire sur une major comme Val d'Aran, par 2 et 3 points. Par conséquent, tu peux t'aligner sur l'UTMB sans aucune expérience réelle de ce qu'est un ultra. Avant, ce n'était pas le cas. On gagnait des points, il y avait des courses qui étaient affiliées à l'UTMB, dont l'échappée belle par exemple. Et on gagnait des points, et il fallait avoir 15 points en 3 courses. L'échappée belle, ça devait rapporter 6 points. Donc il fallait forcément que, pour en 3 courses avoir 15 points, il fallait frapper dans un ultra, et souvent dans un ultra qui était plus dur que l'UTMB. C'est un peu la faille de ce système, je trouve. Petite anecdote, je crois que c'était en 2022, au départ, là, c'est la cohue le départ, hein, pour revenir au départ, voilà, on passe la ligne, on marche, hein, on est très serré, faire attention de rien faire tomber, parce que si c'est tombé, tu te baisses, c'est à tes risques et périls. Hein. J'avance et j'ai l'impression qu'on me pousse. Je me retourne, je vois un gars, et je dis, bon, il a peut-être pas fait exprès. Et puis il me pousse à nouveau. Là, il fait exprès. Je me retourne, je lui dis ce que je pense. Et oui, c'est merveilleux, hein, les valeurs du trail, etc. Il faudra que je fasse une vidéo sur les valeurs du trail et sur l'esprit trail, parce que je suis assez bien renseigné. Et j'ai matière, mais je le ferai à un moment calme, où il n'y a pas des gens qui vont monter dans les tours pour rien, quoi, en fait. Et donc ce mec, je me retourne, je lui dis arrête de me pousser, ça va, je peux pas aller plus vite, tu vois bien. Bon. Et je regarde son dossard, je mémorise son numéro et je vois la nationalité.
chilien. Donc, je fais ma course, j'oublie tout ça, et je finis l'UTMB, et puis peut-être un mois, 2 mois, je sais plus, je repense à cet événement. Et je vais regarder combien il a fini, ce mec qui me poussait là. Pour découvrir qu'en fait, il a arrêté la course, il a fait une DNF à Saint-Gervais. Saint-Gervais, il a couru quoi, 20-30 bornes. Voilà. Donc, il est venu de l'autre bout du monde, du Chili, pour faire cette course. Et pour arrêter à Saint-Gervais. Il a peut-être eu un gros pépin, je ne sais pas. Mais il est probable aussi que le gars, il a tapé vachement plus haut, qu'il est venu pour l'UTMB, pour le mythe UTMB. Et rien que prendre la ligne de départ, c'était quelque chose d'important pour lui. Et puis finalement, oh, c'est trop dur, je m'arrête à Saint-Gervais. T'es allé à l'UTMB? Ouais, oui, tu sais, j'ai fait l'UTMB. Oui, parce qu'après, une fois que tu as pris le départ de l'UTMB et qu'on te demande si tu as été à l'UTMB, tu peux dire oui, j'ai fait l'UTMB. Enfin, si on creuse un peu, on découvre que tu as fait 20 bornes. Mais bon, voilà, il faut savoir que il n'y a pas que des gens bien comme vous. Il n'y a pas que des gens bien comme vous ou François Daen. C'est un monde, il y a de tout dans un peloton. Par contre, je peux te dire que si je vais au Chili, si un jour j'ai la chance d'aller au Chili, ça va être magnifique comme pays, eh bien, désert d'Atacama, Torre del Paine, Fitzroy, la Terre de Feu. Je ferai pas un abandon au 20e kilomètre, je te le dis, risque pas. Plutôt ramper. La suite. À la base de vie, tu changes de chaussures ou ceux qui le font, c'est pour le folklore? Excellente question de Carlito, c'est toujours Carlito et c'est celui qui pose plus de questions, en même temps c'est lui qui est à l'origine du truc. Merci Carlito, excellente question. Premier élément de réponse, la première chose que je mets dans le sac d'allègement, quel que soit l'ultra, c'est la deuxième paire de chaussures. Je mets les Hoka Evolution, celles qui me restent, et je les garde que pour ça, pour servir de deuxième paire sur un ultra. Passer des chaussures dans lesquelles je suis super bien. J'étais sur l'UTCAM et arrivé à la base de vie, je me suis dit je vais garder mes Hoka Speed, le dernier modèle là. Je suis bien dedans, je vais les garder. Et je me suis forcé à les enlever et à changer de pompe. Alors je vais te dire pourquoi. D'abord, ton pied te dira merci si tu lui mets une nouvelle paire de chaussettes. Et oui, il va être un peu dans une chaussette sèche, peut-être pas de l'archiduchesse qui sont archi-sèches, mais il sera au sec. Et ça va lui faire du bien, ça va faire du bien à ta peau. Donc, changer la paire de chaussettes, oui. D'ailleurs, je voudrais faire une vidéo consacrée à ça, mais je le ferai plus tard, pas avant l'UTMB, mais je peux le dire, j'ai toujours une deuxième paire de chaussettes dans le sac. Toujours. Parce que si vraiment on se prend beaucoup de flotte pendant la course et que ça se calme, je vais faire quoi? Je vais sécher au maximum ma godasse. Parfois j'ai eu des semelles de godasse, les semelles internes. Il m'est arrivé de partir avec ça, voyant qu'il n'y avait pas une bonne météo, et changer la semelle interne et mettre la chaussette, nouvelle chaussette sèche dedans. Comme ça, tu reviens, quoi, ton pied est revenu. Changer de chaussure, ça permet de récupérer une godasse avec un meilleur amorti, à un moment où tu as le corps qui est quand même bien fatigué. C'est forcément un plus. Tu n'as pas envie de le faire parce que, ben oui, chaque effort te coûte. Chaque effort te coûte. Donc, tu n'as pas envie de changer ta paire de godasses, surtout si tu ne sens pas d'effet d'échauffement, pas d'ampoule, pas de... Bon, voilà. Mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est vraiment un plus. Et pour en terminer avec ça, et reprendre le mot que tu écris dans la question, c'est pas du tout du folklore. C'est l'essentiel du sac d'allègement. As-tu des astuces pour la deuxième nuit pour ne pas dormir? Je lis pas la suite. Je lis pas la suite de ce que tu as écrit. Alors pour la question elle-même sur l'UTMB, pour le dodo, j'ai pas la clé. Je l'ai jamais trouvée. J'ai pas la clé de la deuxième nuit. Je ne l'ai pas. Là aussi, dans une vidéo à venir sur l'UTMB, j'en parlerai de manière un peu plus développée, mais il y a une règle en tout cas qui prévaut, c'est de dire qu'il faut faire des petits sommes de 15 minutes, 30 minutes, parfois 5 minutes. Les moments stratégiques pour les faire, c'est en début d'après-midi. Surtout s'il fait chaud, ça peut être intéressant de justement faire un petit dodo à ce moment-là. Et puis en fin de nuit, ça je l'ai fait sur la TDS, j'ai dormi un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, je sais plus, mais vraiment en fin de nuit, 1 heure avant l'aube,
Parce que lorsque le soleil va se lever, j'ai l'impression que mon métabolisme se remet en mode diurne. Alors par contre, il faut savoir que si on décide de faire un petit somme, c'est pas un quart d'heure d'arrêt. Hein. Le temps de s'installer, le temps d'arriver à essayer de fermer l'œil. Parce que même s'il est très fatigué, le corps est tellement chargé par je ne sais quelle hormone du sportif, qu'il est difficile de fermer l'œil rapidement, comme ça, en un claquement de doigts. Et puis après, il faut le temps de se remettre en route. Disons que 30 minutes, si on décide de dormir 30 minutes, on va les lâcher 1 heure si on est efficace. Hein. D'ailleurs, au plus on est fatigué, enfin, en ce qui me concerne, au plus je suis fatigué, évidemment, au moins je suis efficace dans les ravitaux. Quelle est la stratégie que j'ai adoptée sur les ultras maintenant? J'en parle un peu là, j'avais fait une vidéo juste avant la TDS où j'en parle. J'ai un biwi. Dans le sac, j'ai un biwi. Et comme ça, si vraiment je suis KO, que j'ai sommeil, je peux me glisser dans ce biwi et espérer arriver à dormir, même s'il fait froid, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Parce que s'il fait froid, de toute manière, première UTMB en 2018, je voulais dormir, dans je ne sais plus quelle montée, peut-être celle des Tsep, je ne sais plus. C'était impossible, il faisait trop froid. D'ailleurs, ça permet d'enchaîner sur la dernière question de Carlito. Chacun son ressenti par rapport aux températures, mais avec ton expérience, où faut-il faire attention à ne pas attraper froid? Sur 4 UTMB, j'ai eu droit au premier UTMB qui était froid, tous les autres étaient chauds. Ce qui est difficile dans un UTMB froid, c'est lorsque tu sors du ravito, il faut immédiatement faire l'effort de se remettre en activité. Et souvent, se remettre en activité, c'est courir. Et tenir cette course pendant quelques minutes. Parce que sinon, entre le ravito où il fait chaud et l'extérieur où il va faire froid, il va effectivement avoir un choc thermique et c'est là où ton organisme il risque de flancher. Donc, si tu as la chance d'avoir une assistance, quand tu rentres dans le ravito, ben, ton assistance te court avec quelque chose de sec en plus. Et tu enlèves immédiatement cette couche quand tu pars et hop, tu cours. Si tu n'as pas d'assistance, c'est difficile parce que tu vas arriver, il faut faire l'effort d'ouvrir quand même son coupe-vent. Et quand tu sors, il faut bourriner, quoi. Il faut bourriner, je l'entends. Avec ce que tu as d'énergie, tu bourrineras pas très très fort, sauf si tu es un champion. Mais c'est la seule solution. Quant au chaud, le problème du chaud, c'est dans la journée. Et il y a des endroits où ça cogne sur l'UTMB comme c'est pas possible. Hein. La montée du Grand Col Ferret, moi j'y passe en milieu d'après-midi, je crois. Ça cogne, mais c'est, je sais pas, c'est écrasant. Voilà. Et il y a une année, c'était 2019, j'ai les pieds qui évidemment quand il fait chaud, notre corps gonfle un peu. Et j'avais mal au pied droit, j'avais des protections d'ongles. Et avant que je comprenne que ces protections d'ongles me faisaient mal aux orteils parce qu'il n'y avait plus d'espace pour les orteils et ça s'écrasait les uns contre les autres, j'ai quasiment fait toute la descente jusqu'à la Foulie et j'ai levé la godasse. J'ai cru d'ailleurs que j'allais faire une DNF ce jour-là. Et j'ai compris que c'était ces protections. Je les ai enlevées et ça allait mieux. J'avais confiance qu'en les ayant enlevées, j'allais avoir des ampoules. Mais c'était la solution, c'était d'aller à l'ampoule parce que ces protections faisaient trop mal. Donc la chaleur, c'est un ennemi aussi. Pas que pour la déshydratation, mais aussi parce que c'est plus douloureux pour le corps et pour les pieds. Que faire contre la chaleur? Ce que j'ai essayé de faire sur l'UTCAM, mais mal. C'est-à-dire que tout simplement, tu sens que la chaleur devient écrasante, tu réduis ton allure, et tu fais des pauses régulières, si possible à l'ombre. Mais sur l'UTMB, là, il y a des sections, l'ombre, ça n'existe pas. Hein. Et quand il y a une rivière, un ruisseau, tu fais l'humidification de Cédric, là. C'est important, il faut le faire. Bon, ça ne m'a pas sauvé sur l'UTCAM, mais là, je ne vois pas d'autre solution. Je ne vois pas. Et la sieste, bien entendu. Ça vaut peut-être le coup, s'il y a un endroit à l'ombre, de se dire, tiens, il fait super chaud, je vais essayer de me reposer 30 minutes, 40 minutes. Et comme ça, là, il y a une partie du passage chaud de la journée qui va passer, et moi, j'en profite pour me reposer. Ça peut être aussi une bonne stratégie à voir.
Alors là, c'est bonnard, parce que il y a une réponse de l'IA aussi, Carlito, sur les barrières horaires. Alors, l'IA propose grand merci à toi. Pour les barrières horaires, je ferai une vidéo très bientôt. Ah, c'est énorme. Je ne sais pas comment le faire apparaître bien. Je vais essayer de le caler un peu, regardez. C'est énorme. C'est énorme. Pour les barrières horaires, je ferai une vidéo très bientôt. Mais non, je ne vais pas faire une vidéo sur les barrières horaires. Qu'est-ce que tu veux que je... Elle voudrait me faire dire des trucs que je ne pense même pas. Supprimer. Voilà. Ah, il y a deux réponses. À Carlito, il y en a une de chlorure. Je n'ai pas autant d'expérience que RB. Mais ne pas dormir n'est pas forcément une bonne stratégie. Tu dors 15 minutes, tu gagnes 1 heure à l'arrivée. Il a raison, hein. Il a raison. Mais encore faut-il arriver à dormir. C'est difficile. Ah, c'est difficile aussi, pourquoi ? Parce que sur les bases de vie, c'est pour ça que j'ai un biwi, hein, parce que le biwi, il me permet d'envisager de dormir à peu près n'importe où sur le parcours. Si tu décides de dormir sur une base de vie, le problème, c'est qu'une base de vie, c'est vivant. Ça fait beaucoup de bruit. Il n'y a pas forcément un endroit en plus qui est isolé de ce bruit-là. Je pense à Courmayeur, je l'ai dit dans la vidéo précédente, et Courmayeur, c'est un gymnase, c'est une caisse de résonance énorme. Voilà, donc non seulement c'est difficile de s'endormir parce que ton corps il est rempli de cet effort, voilà, et ensuite c'est pas facile parce que l'environnement peut être extrêmement défavorable. Donc un truc important pour dormir, le masque et des boules caisses. Et autre conseil aussi important, c'est bien d'avoir lu la réponse de chlorure, autre conseil important, c'est oui, tu programmes ton téléphone avec plusieurs sonneries successives. Par exemple, tu décides de faire une sieste d'après-midi à 14h, donc tu fais 30 minutes, tu fais 14h30, première sonnerie, 14h33, deuxième sonnerie, 14h35, troisième sonnerie. Comme ça, même si tu as les boules de caisse, au bout d'un moment, quand même, tu devrais te réveiller. C'est une astuce. Et je vois que tu as pris connaissance de la réponse de chlorure, Carlito. Top. On poursuit. Patrick Fun, merci Franck pour cette vidéo. Effectivement, pour moi, l'UTMB est plutôt roulant sur les 2 tiers, mais depuis Champé, c'est globalement plus technique. Ne pas oublier la montée des Tsep qui pique bien. Ouais, c'est vrai, ça j'en ai parlé avec ces cailloux. Et moi, j'ai galéré dans Béchar. Bon, UTMB à toi. Alors Béchar, oui, c'est le final. Que dire sur Béchar ? Oui, méfiez-vous, mais j'en ai parlé, je crois, dans la vidéo précédente ou dans une à venir, parce que ce nouveau final officiel de l'UTMB, ça monte avant la tête au vent, ça montait d'un seul coup. Et après, c'était un sentier en ligne de niveau, caillouteux, etc. Là, Béchar, ça monte, ça redescend, ça monte. Et c'est vrai que c'est un sentier où, notamment la partie descente, où tu as du gros caillou, tu as de la racine. Donc, tu es fatigué, c'est la fin, donc il faut être vigilant sur cette partie-là. Cette descente, avant la descente de Béchar, avant la montée finale sur la Flégère. Cocktail, la galère pour moi, et cette foutue section, la folie champée, où justement après la descente, tu te cognes une montée en mode chemin de croix. Je vois très bien laquelle. Mais je la cours pas non plus, personne la court, j'ai jamais vu personne la courir, telle la tête de course la court, j'en suis même pas sûr. C'est une montée qui a la particularité d'être dans une sapinée ou des mélèzes, j'en sais rien, je sais pas. Et il y a des troncs d'arbres sculptés, t'as le champignon, t'as l'écureuil, t'as des trucs, c'est rigolo. Bah, c'est vrai que juste avant, il faut courir la section Foulie jusqu'à la base de cette montée qui mène sur Champé. Et quand tu abordes, l'enchaînement n'est pas évident. J'en peux plus de celle-là. Et alors, courir sur la section Bertonnet-Bonatier-Nouva, il a mis 4 smileys qui rigolent avec un cœur. Et oui, je dis n'importe quoi. Parce que j'ai dit dans la vidéo précédente que je souhaiterais courir, etc. Déjà bien faire la montée Bertonnet, puis courir après le chemin en ligne de niveau. Ouais, non, mais là aussi, hein, je me fais des rêves. Mais ça fait du bien de se faire des rêves. Ça fait du bien. Parce que le rêve, c'est l'espoir. Et l'espoir, ça fait avancer. Donc, je vais essayer d'y croire. Toujours. Elle est incroyable, l'IA. Là, elle répond « Ah oui, ce n'est pas le moment le plus drôle de la course. » C'est incroyable. Elle met les emojis et tout. Là, c'est incroyable. Big thanks et excellente journée. Ça, c'est de moi, ça. Il y a copyright, là. Supprimé. Voilà, ensuite, après on arrive à Kamel.
First encore, je suis pas sûr que tu étais le premier là. Ah oui, tu as été le premier. Félicitations, bravo Kamel. Merci Franck pour les infos, je rêverais de faire l'UTMB, 5e UTMB, respect à toi. Tiens d'ailleurs, je viens de finir mon premier ultra trail Mozart by UTMB, officiellement 92, 4700 D+, officieusement 94 car j'ai oublié une flasque à un ravito. Excellent. C'est un commentaire sans question, mais la réponse c'est félicitations pour ton premier ultra en Autriche qui plus est, parce que c'est Salzbourg, j'imagine, Mozart. Ouais, ça doit être ça. Et félicitations aussi pour avoir oublié une flasque, comme ça je me sens moins seul quand j'oublie les bâtons, ou Thibaut aussi, il faut penser à Thibaut qui a oublié ses bâtons sur l'UTCAM. Ça fait plaisir de savoir qu'on est plusieurs. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah, je vous ai dit que je vous lirai en exclusivité un commentaire de modération. Alors je sais pas, je dis algorithme, c'est peut-être, je devrais peut-être dire IA qui fait les modérations, donc c'est simple, je vais sur commentaire. Donc là maintenant je sais le faire. Trier, non c'est publier. Publier, j'ai plusieurs commentaires qui s'affichent, mais c'est celui-là qui m'intéresse. Regardez, je vais lever évidemment le nom ou le pseudo, le place de la personne qui l'a envoyé. Mais il est assez dingo ce commentaire, et c'est le suivant, c'est dans les commentaires, on voit qu'il y a beaucoup de Français. Alors oui, il faut que je précise qu'il s'agit de la vidéo Info de Trail numéro 43, où je revenais sur cette arrivée qui a fait beaucoup de bruit pour la 3e place du 90 du Mont Blanc. Et dans le descriptif, j'avais écrit, je ne sais plus ce que j'avais écrit dans le descriptif de la vidéo, mais au final, c'est pas si grave. Mais en fait, c'est pas si grave. Sauf que pour certaines personnes, c'est extrêmement important et que ça monte facilement dans les tours. Et finalement, il y a une part de vérité dans ce commentaire. Le problème, c'est qu'il stigmatise une certaine catégorie de personnes. Et c'est ça qui m'impressionne. Comment l'algorithme il est capable de sentir que dans ce commentaire, il y a une stigmatisation d'une certaine catégorie de gens. Parce que avoir une liste de mots qui sont des mots interdits, disons par exemple le mot abruti. Voilà, mot abruti, c'est dans la liste, l'algorithme, l'IA, le voit, sait que ce mot-là, c'est pas bon, hop, il fait basculer en modération. Mais ça, c'est pas le cas. Il n'y a pas un seul mot qui est un mot gênant en soi. C'est ce qui est dit qui est problématique, pas les termes employés. Alors, je le lis, hein. Dans les commentaires, on voit qu'il y a beaucoup de Français, ça c'est sans doute vrai, pas de débat entre mentalité trail ou pas mentalité trail, ça me semble pas tout à fait erroné, parce que parmi les commentaires, il y a beaucoup de commentaires, j'ai envie de dire, sans recherche de compromis ou de compréhension du point de vue de l'autre. Moi ça me scie, quoi, ça me scie, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit je suis pas d'accord avec toi, mais avec lesquels on peut parler facilement. Ils sont pas, c'est pas des gens qui recherchent à avoir raison à tout prix ou qui considèrent qu'ils détiennent la vérité. Parce que sur la question de l'esprit de compétition ou l'esprit trail, justement, s'il y a débat, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il est très difficile de trancher, voire peut-être impossible. Et donc, ça ne me semble pas tout à fait faux. Et la suite du commentaire, je ne vois qu'une mentalité française déplorable. Et c'est là sans doute où ça coince, c'est que finalement, ce commentaire, il stigmatise une communauté, les Français, en mettant un préjugé, ben les Français ont une mentalité, je ne sais plus quelle est la formule, hein, une mentalité déplorable. Voilà, ce côté un peu râleur ou je sais pas quoi du français, ouais, mentalité française déplorable. Je pense pas que sur les réseaux sociaux, alors je parle pas de ma petite chaîne YouTube où globalement que les échanges sont sur cette vidéo là, hein, Info du Trail 13, sont dans leur immense majorité courtois. Mais si on va sur les réseaux sociaux, là, les plus célèbres, qu'on regarde le fil des commentaires, oui, effectivement, ça frappe fort, ça frappe dur, et sans recul sur ce qui est dit. Hein. Et je pense pas que ça soit propre à une mentalité française, si tant est qu'il y ait une mentalité française qui existe. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que, petit supplément de cette vidéo, que
C'est assez intéressant d'aller voir les commentaires qui ont été mis de côté, parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas uniquement un vocabulaire qui va amener un commentaire à subir une restriction, mais ça peut être tout simplement l'intention de ce commentaire. Et là-dessus, waouh! Dans pas longtemps, la suite de Jiva Utembe. D'ici là, banzai!